There exists an imminent danger of nuclear weapons in East Asia. North Korea's nuclear and missile program is a direct threat. As I often say, Ukraine of today may be East Asia of tomorrow. 이제 한미 동맹은 핵을 기반으로 하는 동맹으로 고도화되었습니다. 한미 핵 협의 그룹을 통해 미국의 핵 자산과 우리의 비핵 자산을 결합한 일체적 대응 체계를 구축해 나갈 것입니다. Alors que l'invasion de l'Ukraine a déclenché une course aux armements en Europe, en Asie de l'Est, l'accent est mis sur la recherche d'une couverture nucléaire. La Corée du Sud et le Japon ont longtemps compté sur le parapluie nucléaire états-unien pour se protéger. En grande partie en raison des menaces persistantes de la Corée du Nord. Ce pays hostile a réalisé 6 essais nucléaires réussis depuis 2006, ce qui maintient Tokyo et Séoul en état d'alerte maximale. Bien que l'administration Biden ait renforcé son engagement à protéger ses alliés dans la région, de plus en plus de voix en Corée du Sud demandent une réduction de la dépendance vis-à-vis des États-Unis et l'acquisition de leur propre dissuasion stratégique. Les chiffres soutenant cette demande sont de plus en plus convaincants. D'après un sondage, près de 73% des Sud-Coréens souhaitent que leur pays développe des armes nucléaires. Au Japon, la situation est plus complexe en raison des traumatismes historiques liés au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Cependant, malgré cette histoire douloureuse, il n'est pas exclu que les Japonais envisagent de posséder leurs propres armes nucléaires. Le Japon est heureux de laisser croire à ses voisins, comme la Chine et la Corée du Nord, qu'il fait partie du club nucléaire, car il a une bombe dans la cave. Le matériel et les moyens de produire des armes nucléaires dans les 6 mois, selon certaines estimations. De nombreux analystes considèrent le Japon comme un état nucléaire de facto en raison de sa capacité à développer rapidement des armes nucléaires si nécessaire. Cela soulève des questions importantes. La Corée du Sud et le Japon ont-ils vraiment besoin de leur propre arsenal nucléaire? À quel point sont-ils proches de l'obtenir? Et comment cela pourrait-il transformer la géopolitique en Asie orientale? On va explorer ces questions dans cette vidéo où on abordera les implications potentielles de ces développements. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre partenaire du jour, Rosetta Stone. T'as vu que sur cette chaîne on parle de géopo? Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester aussi neutre et impartial que possible quand on parle d'un pays étranger? Mais tout simplement en consultant la presse locale et en échangeant avec des acteurs de tous bords politiques sur place. Mais parfois c'est très difficile de surmonter la barrière linguistique. Heureusement, il y a plein d'outils pour apprendre une langue étrangère. J'en ai testé plusieurs et je peux te dire que Rosetta Stone, c'est vraiment le top du top. Rosetta Stone, c'est bien plus qu'une simple application d'apprentissage des langues. C'est une méthode efficace et originale basée sur l'immersion pour vraiment faire décoller ton niveau en langue. La boîte a plus de 25 ans d'expérience et elle a aidé des millions de personnes comme moi à parler une nouvelle langue. Et si t'as pas besoin de la maîtriser parfaitement, tu peux juste apprendre les bases pour un voyage. Ou à l'extrême opposé, tu peux devenir totalement bilingue. Ce qui rend Rosetta Stone vraiment unique, c'est sa flexibilité. Tu peux apprendre à ton propre rythme, où que tu sois, grâce à une application intuitive. Concrètement, ils offrent des leçons interactives et des exercices de prononciation qui t'immergent directement dans la langue. L'application inclut également des exercices de reconnaissance vocale pour perfectionner ta prononciation et grâce à ces méthodes immersives, tu maîtrises la langue de manière naturelle. Ele está correndo. Ela está bebendo. Résultat, tu progresses rapidement et sans effort. Bref, je te recommande à fond d'investir dans un abonnement Rosetta Stone parce que apprendre une langue étrangère, c'est s'ouvrir au monde. En passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, tu peux profiter d'une remise de plus de 60% sur l'offre Lifetime 25 langues qui te donne accès à vie à toutes les langues proposées par l'application ou sur l'offre Lifetime une langue, réduction réservée à la communauté Diplometrix. Allez, on reprend la vidéo. Maestro, lance l'intro.
L'histoire des armes nucléaires en Corée et au Japon remonte à plusieurs décennies. Par exemple, les États-Unis ont stationné des armes nucléaires à Okinawa de 1950 jusqu'à la rétrocession de l'île au Japon en 1972. En Corée du Sud, le déploiement d'armes nucléaires était encore plus prononcé, Séoul n'ayant aucun problème à accueillir ces armes, les considérant comme le meilleur moyen de dissuasion contre la Corée du Nord. Ces précédents montrent que la présence nucléaire en Asie de l'Est n'est pas un phénomène nouveau. Les États-Unis ont donc stationné des armes nucléaires en Corée du Sud pendant 33 ans, de 1958 à 1991. Il ne s'agissait pas de quelques ogives, mais de jusqu'à 950 ogives nucléaires accumulées dans le pays. Les armes nucléaires ont toujours été cruciales pour la survie de la Corée du Sud, bien que Séoul n'ait jamais développé son propre arsenal. Cependant, avec la fin de la guerre froide et les accords de non-prolifération avec Moscou, les États-Unis ont commencé à retirer et détruire de nombreuses armes nucléaires stationnées en Corée du Sud, tout en promettant de continuer à protéger leurs alliés sous leur parapluie nucléaire, avec des armes situées dans des enclaves états-uniennes comme Guam. Cependant, la confiance des Sud-Coréens et des Japonais envers les États-Unis a été ébranlée sous la présidence de Donald Trump en raison de ses critiques, de ses attaques et de son manque d'engagement envers de ses alliés asiatiques. Trump exige du Japon et de la Corée du Sud qu'ils payent pour le parapluie nucléaire. L'administration Trump envisage de diminuer le nombre de troupes déployées en Corée du Sud. Trump veut mettre fin à l'horrible accord commercial entre la Corée du Sud et les États-Unis. Les Coréens ne sont pas d'accord. Sous la présidence de Donald Trump, les relations avec la Corée du Sud et le Japon ont été tendues, c'est le moins qu'on puisse dire. Politiquement, militairement et commercialement, Trump semblait vouloir punir ces pays tout en entretenant des relations cordiales avec Kim Jong-un malgré l'inutilité de ces rencontres. Cela a suscité des inquiétudes croissantes à Séoul et à Tokyo sur la dépendance excessive envers les États-Unis. Avec Trump de nouveau candidat à la présidence, ce débat a ressurgi, d'autant plus qu'il tend à ignorer les intérêts de ses alliés lorsqu'il prend des décisions importantes. Donald Trump envisage un plan visant à laisser la Corée du Nord conserver ses armes nucléaires et à offrir à son régime des incitations financières pour qu'il cesse de fabriquer de nouvelles bombes, selon 3 personnes informées de sa réflexion. Sous Trump, la politique de dénucléarisation a été largement ignorée, avec des messages implicites encourageant des régimes autoritaires à conserver leurs armes nucléaires tout en recevant des avantages. Cette attitude a envoyé un signal inquiétant à des pays comme la Corée du Sud et le Japon qui comptent justement sur la dissuasion nord-américaine pour leur propre sécurité. Le risque de voir Washington soutenir des États comme la Corée du Nord ou l'Iran, plutôt que de les contrer, a exacerbé les préoccupations de Tokyo et Séoul, entraînant des répercussions significatives pour la stabilité régionale. Les appels sud-coréens à acquérir des armes nucléaires, qui ont été modérés l'année dernière suite aux mesures visant à renforcer l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud, refont surface à la veille du possible retour de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. La question de savoir si la Corée du Sud et le Japon pourraient acquérir leurs propres armes nucléaires, même en violant le traité de non-prolifération, trouve une réponse affirmative. Ces deux pays sont techniquement prêts à fabriquer des bombes nucléaires en quelques mois, après des années de préparation discrète. La Corée du Sud avait déjà lancé un programme nucléaire sous la dictature de Park Chung-hee, annulé en 1972, mais les connaissances acquises ont été préservées. Le Japon a également accumulé des connaissances sur le développement de dispositifs nucléaires. Cependant, malgré cette proximité technique, ni la Corée du Sud ni le Japon n'ont commencé à fabriquer des bombes, contrairement à Israël. La raison de cette retenue mérite d'être examinée de plus près. Celui qui peut, mais ne veut pas. Au Japon, la question nucléaire est presque un tabou social, ce qui n'est pas vraiment surprenant, étant donné que le pays a été la cible de 2 attaques nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience a laissé une peur profonde des armes nucléaires dans la société japonaise. Un exemple révélateur est la sortie du film Oppenheimer qui traite du projet Manhattan. Alors qu'il est sorti en juillet 2023 dans la plupart des pays, il n'a été projeté au Japon qu'en mars 2024.
près d'1 an plus tard. Cette différence souligne la sensibilité persistante du Japon à l'égard des questions nucléaires. Les cinéphiles japonais pourront bientôt voir le succès au box-office Oppenheimer. La sortie du blockbuster a été reportée en raison d'une controverse sur une campagne de marketing non officielle qui, selon les critiques, avait banalisé les attaques nucléaires de 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Si un film sur le programme nucléaire US comme Oppenheimer a suscité une telle réaction au Japon, imagine l'impact si quelqu'un suggérait ouvertement que le pays se lance dans la course aux armes nucléaires. Cela peut sembler contradictoire étant donné que le Japon est l'un des pays les plus avancés en matière d'énergie nucléaire, avec un développement économique largement soutenu par cette technologie, qu'il mène des recherches de pointe sur les applications nucléaires civiles. Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'armes nucléaires, la situation est très différente. Par exemple, une enquête réalisée en 2019 a révélé les opinions des Japonais sur le traité d'interdiction des armes nucléaires, un accord de 2017 visant à éliminer ces armes. Les résultats montrent à quel point la société japonaise reste attachée à la non-prolifération et à la réduction des armes nucléaires, soulignant le fossé entre l'acceptation de l'énergie nucléaire civile et le rejet de l'arme nucléaire. Les 3/4 de la population japonaise soutiennent l'élimination des armes nucléaires, une idée profondément ancrée dans la société japonaise. Une enquête de 2017 a révélé que 8 Japonais sur 10 s'opposeraient même à l'utilisation d'armes nucléaires par les États-Unis contre la Corée du Nord, même en cas d'attaque directe contre le Japon. Ça montre à quel point le rejet des armes nucléaires est fort, même en situation de légitime défense. En conséquence, tout politicien japonais doit s'opposer publiquement au réarmement nucléaire du pays, même s'il pense que cela pourrait être bénéfique pour la sécurité nationale. Ceci dit, il pourrait y avoir quelques exceptions notables, comme un politicien spécifique qui pourrait aller à contre-courant. L'ancien dirigeant japonais Shinzo Abe déclare que le pays devrait penser à se doter d'armes nucléaires. Après avoir quitté ses fonctions en 2020, le feu Premier ministre Shinzo Abe est devenu un fervent défenseur du réarmement japonais, introduisant une vision plus pragmatique de la dissuasion nucléaire, surtout après l'invasion de l'Ukraine en 2022. En plus de la menace nord-coréenne, le Japon fait face à des tensions avec la Russie, notamment en raison d'un différend territorial sur les îles Kouril. Cependant, l'assassinat d'Abe en juillet 2022 a mis fin à ces idées, les supprimant de l'agenda politique. Aujourd'hui, la possibilité pour le Japon de développer sa propre dissuasion nucléaire semble s'être éteinte avec Abe, d'autant plus que l'actuel Premier ministre, ancien ministre d'Abe et membre du même parti, ne semble pas poursuivre cette voie. I have worked to revitalize the Non-Proliferation Treaty regime so that we can gain momentum in pursuit of the aspiration. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida est originaire d'Hiroshima, une ville profondément marquée par l'histoire nucléaire. Il a été législateur de la première circonscription électorale d'Hiroshima pendant 7 mandats et a souvent déclaré que la lutte contre la prolifération nucléaire était l'œuvre de sa vie. En 1971, le Parlement japonais a adopté les 3 principes antinucléaires, interdisant la possession, la production et l'introduction d'armes nucléaires au Japon. Abolir ces principes pour développer un programme nucléaire serait extrêmement difficile compte tenu de la configuration politique et sociale du pays. Mais du point de vue stratégique, le développement d'armes nucléaires par le Japon et la Corée du Sud pourrait rééquilibrer la dissuasion militaire en Asie orientale. Une région dominée par des puissances nucléaires autoritaires comme la Chine et la Corée du Nord. La question se pose alors de savoir si ces 2 démocraties devraient disposer d'une capacité nucléaire pour assurer leur sécurité. Si l'idée reste impopulaire au Japon, la situation est différente en Corée du Sud, où l'idée de développer un arsenal nucléaire semble de plus en plus plausible. La Corée du Sud pourrait bien devenir la première nation nucléaire démocratique d'Asie extrême-orientale dans un avenir proche. Oui ou non à la bombe A?
Les perspectives de la Corée du Sud et du Japon sur les armes nucléaires divergent fortement. Si l'on devait parier sur lequel des deux pays pourrait acquérir l'arme nucléaire en premier, parier sur le Japon serait aussi improbable que parier sur une grand-mère pour gagner le marathon de Paris en ballerine. En revanche, la Corée du Sud pourrait ne pas être loin de devenir une puissance nucléaire. Depuis les années 90, les États-Unis n'ont plus de tête nucléaire déployée en Corée du Sud. Et le débat sur la création d'un programme nucléaire national a pris de l'ampleur, surtout après la présidence de Trump. Actuellement, 7 Coréens sur 10 soutiennent l'idée que leur pays se dote de l'arme nucléaire. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette montée en faveur des armes nucléaires n'est pas uniquement due à la menace nord-coréenne. Seuls 23% des Sud-Coréens soutiennent l'idée de développer des armes nucléaires pour contrer les menaces de la Corée du Nord. En revanche, près de 40% des Sud-Coréens pensent que le pays devrait se doter de l'arme nucléaire pour se défendre contre d'autres menaces qui n'ont rien à voir avec la Corée du Nord. Ces résultats suggèrent que les préoccupations de sécurité en Corée du Sud vont bien au-delà de la menace nord-coréenne et pointent probablement vers d'autres puissances régionales comme la Chine. L'expansion militaire et la posture agressive de la Chine ainsi que l'expansion nucléaire de la Corée du Nord modifient la perception du danger par les alliés, en particulier en Asie. La République populaire de Chine, bien qu'étant le principal partenaire commercial de la Corée du Sud, représente également la plus grande menace en matière de sécurité régionale, surpassant même la Corée du Nord. Séoul est de plus en plus préoccupé par l'expansion militaire de Beijing, son agressivité verbale et ses provocations constantes, notamment contre Taïwan. La Chine a également ciblé la Corée du Sud, comme en décembre 2023, lorsque des bombardiers chinois et russes ont illégalement pénétré l'espace aérien sud-coréen et japonais, obligeant les forces aériennes des deux pays à réagir. Ces provocations, particulièrement lorsqu'elles sont coordonnées avec la Russie en pleine guerre en Ukraine, ont renforcé les inquiétudes en Corée du Sud. Cela explique en partie pourquoi de plus en plus de Sud-Coréens soutiennent l'idée de posséder des armes nucléaires, perçues non seulement comme une garantie de sécurité nationale, mais aussi comme une question de fierté nationale. Ce soutien croissant se reflète dans la classe politique sud-coréenne, y compris chez l'actuel président Yoon Suk-yeol, qui envisage de plus en plus sérieusement la possibilité de développer un arsenal nucléaire. Contrairement au Japon, l'idée d'une Corée du Sud nucléaire semble gagner du terrain, tant au niveau sociétal que politique. 더 문제가 심각해져가지고 여기 뭐 대한민국에 무슨 전술핵 배치를 한다든지 우리 자신이 자체 핵을 보유할 수도 있습니다. Alors même si la Corée du Sud est actuellement sous le parapluie nucléaire états-unien, de nombreux Sud-Coréens souhaitent posséder leur propre arsenal nucléaire. La raison principale et le doute quant à la volonté des États-Unis d'utiliser leurs propres bombes atomiques pour défendre la Corée du Sud en cas de nécessité impérieuse. C'est précisément cette incertitude qui a convaincu de plus en plus de Sud-Coréens de développer leurs propres armes nucléaires. C'est une question régalienne et de sécurité nationale. 5 Sud-Coréens sur 10 pensent que les États-Unis hésiteraient à les défendre en cas de conflit actif avec la Corée du Nord, et encore moins face à une puissance comme la Chine. Seuls 36% des Sud-Coréens croient que Washington interviendrait sans hésitation en cas d'attaque de Pyongyang. Cette méfiance est frappante, surtout dans un pays qui doit son existence à l'aide états-unienne pendant la guerre de Corée. Cette défiance n'est pas uniquement due à l'attitude de Trump envers ses alliés, mais aussi aux limitations historiques que les États-Unis ont imposées à la Corée du Sud concernant le développement d'armes. Pendant des décennies, Séoul a été contrainte par les lignes directrices sur la portée des missiles balistiques convenues en 1979 qui limitaient ses capacités militaires. Ces restrictions ont été complètement levées en mai 2021, permettant enfin à la Corée du Sud de développer les missiles de son choix sans contrainte extérieure. Les États-Unis lèvent les restrictions sur les missiles contre la Corée du Sud, mettant fin aux limites de portée et d'ogives nucléaires. La Corée du Sud se trouve aujourd'hui à un carrefour crucial. Bien que la majorité de la population et le gouvernement actuel soutiennent l'idée de développer des armes nucléaires, le pays ne peut pas le faire. Les raisons de cette situation sont multiples et pourraient inclure un manque de confiance mutuelle ou une dépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais seules les autorités US connaissent la véritable réponse.
Le problème central est que, malgré le soutien populaire et politique, des obstacles majeurs empêchent la Corée du Sud, tout comme le Japon, de se doter de leurs propres armes nucléaires. Ces obstacles expliquent pourquoi ces deux pays pourraient ne jamais franchir le pas. Le harakiri? Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Que ferais-tu si tu faisais partie du gouvernement japonais ou sud-coréen face à la situation actuelle, avec la perspective que la Russie fournisse des armes et aide la Corée du Nord à améliorer ses capacités militaires? Il y a de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? En réalité, Séoul commence à envisager quelque chose qui aurait été totalement impensable il y a encore peu de temps, justement pour éviter cette situation. Envoyer des armes directement en Ukraine. Ouais, tu m'as bien entendu. La Corée du Sud pourrait bientôt fournir à l'Ukraine des obusiers K9 et des chars K2, entre autres. Pourquoi? Parce que Poutine veuille l'admettre ou non, en intervenant en Ukraine, il s'est allié à la Corée du Nord. En agissant ainsi, la Russie brise un consensus international, celui de ne jamais, au grand jamais, renforcer la Corée du Nord. Et pourtant, tout indique qu'il fait exactement le contraire. Avec l'aide de leur nouveau meilleur ami, la Russie, la Corée du Nord pourrait bien déclencher une escalade des tensions jamais vue dans la péninsule coréenne. Pense-y, jusqu'à présent la Corée du Nord s'est retenue grâce à sa dépendance à l'aide humanitaire occidentale. Mais si elle reçoit désormais pétrole, nourriture et soutien militaire de la Russie, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de devenir un problème encore plus sérieux pour ses voisins? La Corée du Nord a trouvé un nouvel allié en Poutine, qui n'a pas seulement accepté de recevoir des armes en échange d'argent, il s'est également engagé à offrir une assistance technique et peut-être même à fournir des armes russes pour renforcer encore davantage le régime de Kim Jong-un. Alors, avec tout ce chaos qui se prépare dans notre bien-aimée péninsule coréenne, à cause de deux dictatures, je te pose la question. Poutine ira-t-il jusqu'à aider la Corée du Nord à développer ses capacités balistiques et nucléaires? Verra-t-on des chasseurs russes modernes dans l'espace aérien nord-coréen pour la première fois depuis des décennies? Et surtout, la Corée du Sud finira-t-elle par envoyer des armes en Ukraine? Ces questions, on les abordera dans une prochaine vidéo ici sur Diplo. Mais pour l'instant, j'aimerais connaître ton avis. Alors laisse-nous ton opinion dans les commentaires et on lance le débat. Et n'oublie pas, si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi à Diplometrix si c'est pas encore fait. Encore une fois, un grand merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir notre communauté. Rappelle-toi qu'avec le lien dans la description et en commentaire épinglé, tu pourras bénéficier de moins 60% sur le prix final. Allez, à ciao, bonsoir.